074. Vous vous connectez, vous aurez par la suite, comme c'est un cas clinique interactif, des questions auxquelles il faudra répondre au fur et à mesure et pour avoir la réponse et pour participer à ce cas clinique. Donc, sans plus tarder, je passe le micro au professeur Bami pour présenter le premier cas. Très bien, merci beaucoup, Dr. Martami. Bonjour tout le monde. D'abord, je profite pour vous remercier, vous, pour cette belle ambiance. Remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour modérer cette séance de cas clinique. Et sans plus tarder, je vais appeler mon ami, le Dr. Ruud Esnay, professeur agrégé au service de pneumologie Moji Slim. Donc, il va nous exposer son premier cas clinique. Merci, professeur, je vous en prie. Je commence par remercier le comité scientifique de m'avoir convié pour présenter un des cas cliniques pour ce cours supérieur. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier cas clinique. Je vais commencer par la vignette clinique. C'est un homme de 64 ans. Il est commerçant. Il est propriétaire donc, d'une mercerie. Il est allergique à 40 paquets années, sevré déjà depuis 25 ans. Il n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux. Il a consulté en novembre 2017 pour une toux chronique apparue au décours d'un syndrome grippal datant déjà de 2 mois, avec une dyspnée d'effort d'aggravation progressive, et il n'a pas rapporté de signes extrathoraciques. Il a déjà consulté un confrère pneumologue de libre pratique qui lui a prescrit une antibiothérapie et une corticothérapie inhalée, mais il n'y a pas eu d'amélioration. L'examen lors de la consultation, donc il était apéritif, il avait une obésité avec un ILC à 30 kg par mètre carré, l'auscultation pulmonaire, donc c'était un murmure bien perçu, pas de râle, il saturait bien à l'air ambiant à 99%, il n'y avait pas d'autre anomalie à l'examen physique. Voici sa radiographie du thorax. Donc, on a une atteinte interstitielle discrète, donc quelques micronodules, et donc on a évolué dans notre prise en charge. On a fait un examen biologique, donc les globules blancs étaient normaux, pas de lymphopénie, pas d'hyperéosinophilie, pas d'anémie, des plaquettes normales, pas de syndrome inflammatoire biologique, la VS était normale, la CRP aussi, pas de cytolyse, tout allait bien. On a poussé plus, donc pour confirmer notre suspicion d'atteinte interstitielle, on sait très bien que le scanner va confirmer le diagnostic. Donc on a fait un scanner, donc je vous défile le scanner. Je vais vous montrer des plaques récapitulatives par la suite. Ça, c'est les plaques récapitulatives de ce qu'on vient de voir sur le scanner. Et on va démarrer notre première question, notre première QCM, juste après. Excusez-moi, voilà. Oui, on vient sur le QR code. Il est là, il est là. Parce que non, si on n'a pas eu le temps. Donc, soit vous scannez le QR code, le plus facile, c'est d'aller sur le site slido.com et puis mettre le numéro sans mettre le dièse. Donc, seulement le numéro 410 1 074. On est en 8 réponses.
a 38 réponses. Est-ce que la plupart d'entre nous ont pu quand même accéder au site? C'est bon? 45. On est un peu plus que 45. Oui. On s'est donné un peu de... On attend un peu de temps. Il y a des gens qui ne sont pas encore connectés. On les attend dans slido.com et le numéro. On n'attend personne? On passe? On est à 50? Ok. Donc, voilà ce qu'on a obtenu comme réponse. Donc, du verbe dépoli à 73%, un aspect de perfusion mosaïque à 59%, des micronodules centrolobulaires à 41%. Il y a eu quelques réponses pour la majoration des réticulations des lésions kystiques, et les réponses justes, c'était les trois premières réponses. Donc, on peut revenir sur le scalaire pour les voir. Donc, ici, le verbe dépoli, donc on a quelques lésions de verbe dépoli. On a l'aspect de perfusion mosaïque, on a des lésions où on a un piégeage, on a les micronodules centrolobulaires, ces nodules qu'on a vus hier avec Dr Mela, donc lors de la séance de radiologie. Ce sont des lésions qui sont floues, des nodules flous, donc qui signent qu'il y a une atteinte des petites voies aériennes. Alors, face à ces éléments radiologiques et la présentation clinique qu'on a eue, à quoi vous allez penser? Voici les différentes hypothèses diagnostiques: une iliaque tuberculeuse, une pneumopathie virale, une bronchiolite constrictive, une pneumopathie d'hypersensibilité, une sarcoïdose de type 3. Donc, je vous invite à répondre. Donc, vous avez déjà accédé aussi, donc vous pouvez répondre. On est à 14 réponses. On est à 38. Je pense qu'on peut y aller? Oui. Donc, les réponses, oui, à 88%, c'est une pneumopathie d'hypersensibilité. Et là, on va voir ensemble les critères radiologiques qui ont été bien démontrés hier lors de la séance du matin. Donc, on est face à une atteinte typique d'hypersensibilité, donc pneumopathie d'hypersensibilité, qui réunit au moins un des signes scanographiques en faveur d'une atteinte interstitielle infiltrante, donc le verbe dépoli ou l'atténuation donc en mosaïque, avec un des signes qui signifie qu'il y a une atteinte des petites voies aériennes. Donc, pour notre patient, on avait le verbe dépoli, on avait la perfusion mosaïque, on avait les nodules centrolobulaires, et donc on avait notre diagnostic, donc radiologie. C'est un aspect typique donc, de pneumopathie d'hypersensibilité. Pour notre colonne, c'est un aspect qui reste compatible avec d'autres lésions. Donc, on a des lésions de verbe dépoli qui sont subtiles, quelques lésions de consolidation des condensations pulmonaires, des lésions cystiques. Et là, donc, la distribution, elle reste diffuse, surtout dans le cas de notre patient qui conforte le diagnostic. Donc, diffuse distribution ici. Donc, dans le cas de compatible avec pneumopathie d'hypersensibilité, on peut avoir des variants, par exemple une atteinte des lobes inférieurs. Là, j'ai pris des images des dernières recommandations de la American Thoracic Society, donc qui montrent ici les micronodules centrolobulaires, ici l'aspect de perfusion en mosaïque, et là, le trapping d'air lors de scalaire fait en coupe d'expiration. Ça, par contre, c'est ce qui est de pneumopathie d'hypersensibilité fibrosante, et là, c'est la difficulté par rapport à notre cas clinique. On a aussi trois colonnes. On a l'atteinte qui est typique, l'atteinte qui est compatible et l'atteinte qui reste indéterminée. Et bien sûr, pour la première, on a besoin de lésions qui sont évocatrices d'une atteinte des petites voies aériennes et des lésions qui sont évocatrices d'atteinte interstitielle. Et bien sûr, la distribution ici, elle est diffuse.
Pour ce qui est du compatible, donc on a des présentations qui peuvent être rapportées à E pattern du P. Pour ce qui est de l'homme déterminé, on est face aussi à des présentations du P certain, du P probable ou du P indéterminé. Et donc, même aussi, en dernier lieu, les présentations très, on va dire, débutantes de PID et qui posent beaucoup de diagnostics différentiels. On va avancer. Donc, le bilan étiologique a été fait systématiquement chez notre patient. Il a eu des recherches de PK, le compte différent. Le bilan immunologique, il a été négatif. On a très bien vu hier avec notre invité interniste. Le bilan à faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan à minima? Mais il y a les recommandations de l'ERS qui stipulent qu'il faut faire des anticorps antinucléaires, les antimalins en visant les anti-SSA, SSP, aussi les anticorps anti-sclérodermie et SS70, les anti-CCP, le facteur rhumatoïde pour la polyarthrite rhumatoïde et les encarts pour les vascularites. Notre patient, il a aussi une fibroscopie bronchique, elle a un lavage bronchiolo-alvéolaire, donc l'aspect de la mucosité inflammatoire sans plus. Et voici son lavage bronchiolo-alvéolaire. Donc on remarque que sur le tube 3, on avait une alvéolite franche, on est à 2310 10 puissance 3 donc, de cellules par millilitre. Et l'étude a été faite sur le tube 3, on avait 88,8% de lymphocytes, 7,1% de macrophages, 3,7% de neutrophiles, les éosinophiles à 0,4%. Et finalement, le rapport CD4 sur CD8, il était à 0,4%. Là, je rapporte un petit peu ce qui a été publié dans la revue des maladies respiratoires quant à la prise en charge des pneumopathie d'hypersensibilité. On voit ici pour la lymphocytose au niveau du LBA, donc elle est suggestive de PHS, même si elle peut être observée lors d'autres PID. Donc des seuils élevés de lymphocytes dans la PHS augmentent la spécificité diagnostique au détriment de la sensibilité. Ceci pourrait nous paraître plus utile en pratique clinique pour distinguer les PHS des autres PID, à savoir la sarcoïdose, le bougereau ou autres. Et des seuils élevés de lymphocytose pourraient être prédictifs d'une réponse meilleure à la corticothérapie. Alors, pour notre patient, c'est une PHS de quelle origine? Le monsieur, il n'a pas d'antécédent, il n'est pas en train de prendre des médicaments long cours, il n'a pas d'exposition professionnelle, il est dans sa boutique, il vend sa fourniture, il n'a rien. Est-ce que c'est une exposition environnementale? Tout l'intérêt ici de poser les bonnes questions et de chercher une éventuelle exposition. Ça peut être une exposition même pour des loisirs, ça peut être même le départ pour faire, donc il va au hammam, ou il a un jacuzzi pour certains patients. Donc il faut vraiment pousser les investigations et chercher avec un interrogatoire policier. Et la surprise pour notre patient, c'est qu'en reprenant l'interrogatoire, il rapporte qu'à l'arrière-boutique, dans sa arrière-boutique, il avait des cartons de marchandises qui étaient couvertes d'une poudre jaune verdâtre, des moisissures, qui ne gênaient pas, donc il stockait sa marchandise, il n'y avait pas de problème. Et donc c'était là notre exposition et notre antigène probablement responsable de cette pneumopathie d'hypersensibilité. Là, je reprends le tableau qui a été publié en 2021 par l'American Thoracic Society et c'est un long tableau qui reprend tous les antigènes possibles et imaginables en rapport avec les pneumopathies d'hypersensibilité. Dans ce cas de figure, on est là face aux moisissures, ça peut être des champignons comme ça peut être des levures. On voit très bien, donc les contaminations au niveau des maisons, au niveau des boutiques aussi, peuvent être source, donc origine étiologie d'une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc on a la colonne ici, c'est pour on va dire ici la levure ou le champignon en question ici. Par la suite, la teinte où est-ce qu'elle peut se trouver, et la dernière colonne pour donner le nom exact à cette maladie, à titre d'exemple, le poumon du fermier en premier lieu. Là, c'est une publication, donc c'est une revue systématique dans la littérature qui a été publiée en 2021 pour démontrer l'intérêt du questionnaire ou du dosage des immunoglobulines pour chercher une étiologie à cette PHS. Donc là, il conclut, les auteurs, que les deux méthodes, elles restent insuffisantes pour différencier une PHS d'une autre PID, qu'elles restent utiles pour la recherche d'une exposition comme responsable d'une pneumopathie d'hypersensibilité,
que la confirmation de l'exposition par l'une méthode ou par l'autre, l'interrogatoire ou le dosage, elle ne permet pas de confirmer la relation de causalité. Et au final, donc, elle permet d'orienter la prise en charge pour indiquer l'éviction. Là, on a vu aussi avec le Dr Sander hier cette plaque. Donc, pour notre patient, on est dans une présentation typique. On a retrouvé l'exposition et on est face à un lavage avec une lymphocytose importante. On n'a pas de preuve histologique, d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Et on peut retenir le diagnostic with high confidence. Là, c'est les publications au niveau de la revue maladie respiratoire. Je reprends ce qui a été dit hier. Donc, aspect TDM thoracique, évaluation de l'exposition, le lavage, et donc notre patient il a un aspect typique au scanner, une exposition qui a été identifiée et une lymphocytose au lavage, et donc après discussion, on insiste sur la discussion multidisciplinaire pour tous les dossiers de pneumopathie infiltrante diffuse, on obtient finalement le diagnostic de notre patient et on n'a pas besoin d'une preuve histologique. Là, c'est toute la difficulté pour les autres cas où on a des atteintes fibrosantes, où on n'arrive pas à mettre en cause un antigène, où le lavage n'est pas très orienté, il ne permet pas d'orienter le diagnostic. Et là, toute la discussion lors du staff multidisciplinaire, on peut recourir aux biopsies. On a vu hier que les cryobiopsies transbranchiques ont toute leur place actuellement avant d'aller à la biopsie pulmonaire chirurgicale. On revient au patient, donc on a évalué sa fonction respiratoire. Donc on voit très bien ici qu'il a un retentissement fonctionnel, donc il a une capacité vitale forcée en VMS qui sont en limite inférieure du Z-score. Il a un CPT par contre qui est élevé, donc il y a le volume résiduel, donc il y a un piégeage important, le volume résiduel il est à 136 et le VR sur le CPT il est à 121%. La DSCO et ABC à 66%, DSCO sur VA à 84%. Qu'est-ce qu'on va proposer pour notre patient? Alors, les recommandations, tout d'abord, c'est l'éviction. Et il doit y avoir une éviction antigénique et la corticothérapie systémique. Bon, pour le patient, il a loué un autre local, puisqu'il était propriétaire, il a changé. On a démarré une corticothérapie, 0,75 mg par jour d'équivalent prednisone, et il y a eu par la suite des régressions progressives en fonction des signes cliniques, de l'évolution radiologique et des explorations fonctionnelles respiratoires. Là, je reprends le schéma qui a été publié par l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine en 2019, qui montre les deux pathogénies. Donc ici, la prédisposition génétique, l'exposition à l'antigène, par la suite, la réaction immunitaire qui se déroule. Ça, c'est l'ancienne, on va dire, dichotomie aiguë, sous-aiguë et par la suite chronique. Actuellement, on parle de fibrosante et non fibrosante. Là, c'est les lésions inflammatoires où on a besoin de traitements anti-inflammatoires, immunomodulateurs, alors qu'ici, dans la phase fibrosante, on a besoin de traitements antifibrotiques. Alors, pour la corticothérapie, ici, j'ai repris ce qui a été publié à l'EFC, donc par le professeur Daphine. Donc, c'était en 2018. Et la corticothérapie par voie systémique, c'est le traitement de référence. Il existe un seul essai thérapeutique qui a permis de comparer la corticothérapie au placebo. Et la corticothérapie, elle est indiquée dans les formes récentes sévères avec une posologie initiale de 40 à 60 mg et bien sûr tout en insistant sur l'éviction antigénique. Alors, je reprends cet essai qui date déjà de 1992 où on a fait un essai randomisé en double aveugle colligeant 36 patients avec une PHS type Courmont-Fernier. Donc c'était une PHS particulière Courmont-Fernier. On a pris 20 patients chez qui on a prescrit une corticothérapie systémique versus placebo pour 16 patients. Et les résultats, il y avait une amélioration plus rapide de la fonction respiratoire chez les patients sous corticothérapie comparativement au placebo. Par contre, l'évolution à long terme, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Alors, là, c'est un article qui reprend la pathogénie, les deux pathogénies de la PHS et l'action des différentes molécules. Et ici, donc, ils ont montré qu'une PHS progressive associant l'inflammation et une fibrose débutante, le traitement à prescrire est une association de traitements modulateurs qui réunit, comme on a vu hier avec Dr Sander aussi,
une corticothérapie, soit avec de l'URL, soit avec de l'MMF. Et là, l'association, elle permet d'avoir moins d'effets secondaires de la corticothérapie. L'évolution de ces notre patient. Alors, notre patient, au bout de 15 jours de corticoïdes, il n'avait plus de tout, la dyspnée a commencé à disparaître, la radio, un début de nettoyage. Voici sa fonction respiratoire sous traitement corticoïde. On est à 91% de VMS, 93% de capacité vitale, on voit une nette amélioration. On a commencé la dégression, on s'améliore, et malheureusement, à 3 mois de corticothérapie, donc la dégression elle était à 30 mg, le patient il revient avec une toux, odynophagie, un syndrome grippal. L'hospitalisation était libre, 99% de saturation, il n'était pas en exacerbation aiguë. La radiographie, donc il n'y avait pas de foyer de pneumopathie ou autre, c'était stable. On va voir ce qu'on va lui faire. Donc, l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a repris son premier local pour y faire des travaux. Il veut reprendre, il en a marre de louer, et là, il participe aux travaux aussi. Donc, il est en train de rénover la première boutique, il était dedans, il était content parce qu'il n'avait plus de symptômes. C'est ça la difficulté avec les patients. Lorsqu'ils sentent l'amélioration sous corticoïde, ils oublient que l'exposition reste toujours le facteur déclenchant. Alors, notre question, quelle sera votre conduite thérapeutique face à notre patient? Continuer la dégression des corticoïdes, associer un immunosuppresseur à la corticothérapie, reprendre la dose de corticoïdes au palier garantissant l'absence de symptômes, une antibiothérapie, ou insister sur l'éviction. On est à 44, on n'est pas loin, on va y aller. On fait les 50, on y va. Voilà. Alors, bien sûr, il faut toujours insister sur l'éviction. Il faut reprendre les corticoïdes à la dose qui nous a permis d'obtenir un certain équilibre et par la suite reprendre une nouvelle dégression. Alors, là, je prends ce qui a été dit au cours de cette publication, donc faite dans Heart and Lung en 2021, pour montrer l'importance de l'éviction antigénique. C'est une revue de la littérature, donc c'est une équipe japonaise, et ils ont repris tous les articles en langue anglaise et en langue japonaise, ils ont pris 109 études, ils ont regroupé 200 cas de BHS. Ce qu'ils ont publié, ça c'est les efforts faits par les patients pour éviter l'exposition antigénique. Le deuxième tableau, c'est les efforts aussi qui peuvent être fournis par le médecin pour aider le patient à éviter l'exposition. Je reviens au premier tableau. Donc il y a des patients qui collent vraiment à cette éviction, ils changent carrément quelquefois de travail, ils changent de maison. Par exemple, si c'est une exposition aux oiseaux, ils vont donc donner les oiseaux, donc ils essayent à 100% d'être loin de l'exposition antigénique. Il y a ceux qui restent plus ou moins, donc ils essayent d'éviter, ils portent des masques de protection si c'est sur les lieux de travail par exemple, et il y a même ceux qui font des dosages systématiques au niveau de leur milieu de travail ou leur maison pour voir le taux d'antigène, s'il a été mis en évidence et à combien à chaque fois. Pour le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, c'est à chaque fois le conseil qu'il peut proposer. Ça peut être un conseil aussi qui, avec d'autres intervenants multidisciplinaires, on a le médecin de travail qui peut nous aider énormément dans ceci. Et il y a aussi chez des patients qui ont par exemple des moisissures chez eux, on peut les aider dans l'obtention d'un permis de rénovation. Donc là, le rôle du médecin, si vraiment on est sûr que l'exposition elle vient de chez lui, la maison elle est insalubre, il faut qu'on l'aide pour les rénovations. On peut lui permettre là obtenir donc le permis de rénovation pour certains patients. Alors, notre patient, à la reprise de la dégression de la corticothérapie, il était asymptomatique sur le plan clinique, le local de travail est bon, il a été débarrassé de toutes les moisissures, la radio elle s'est normalisée, le bilan fonctionnel, les restants, ça a été fait après un arrêt de corticothérapie de plusieurs années, donc on est à 3 mois de recul, on a une capacité vitale forcée à 108%, on est parti de 60-70%, DSCO à 100%, DSCO sur VA à 93%,
Je remercie l'équipe de la RATA pour la spérométrie, donc pour la platismographie des LCO. Là, c'est un schéma récapitulatif des différentes évaluations fonctionnelles respiratoires. Ça, c'est le début du chemin de patient. Ça, c'est à 15 jours de corticothérapie. Là, c'est lors des travaux effectués dans sa boutique. Et là, c'est l'évolution dans le temps. Ça, c'est aussi son dernier scanner. Donc, il n'y a plus rien sur le plan scannographique. Tout va bien. Et je finis par quelques messages à retenir. La dichotomie entre PHS non fibrosante et PHS fibrosante. La PHS fibrosante, en général, c'est une symptomatologie très bruyante, le syndrome grippal qu'on connaît dans l'ancienne classification aiguë et tout. Le tableau clinique reste évocateur. La présentation radiologique, si c'est typique, elle est pathopneumonique. La lymphocytose franche sous lavage. Pas d'indication à une preuve histologique. Et l'évolution, elle est souvent favorable après éviction antigénique. Toutefois, pour la PHS fibrosante, la symptomatologie, elle est insidieuse. Le tableau clinique, il est commun à d'autres PID. La présentation radiologique, elle pose problème diagnostic différentiel, particulièrement avec l'EP, on a vu dans les 3 cases de PHS fibrosante. La formule est peu spécifique au lavage. On peut trouver la lymphocytose commune, on ne peut pas la trouver. La preuve histologique est souvent nécessaire, donc soit c'est la cryobiopsie transbranchique, soit la biopsie pulmonaire en dernier recours. Et au bout des différentes investigations, le diagnostic peut rester incertain si on ne retrouve pas l'exposition, si on n'a pas les dosages, on n'a pas beaucoup de choses chez nous en Tunisie pour les dosages antigéniques. Et donc, même après éviction, la fibrose se stabilise ou progresse au début, donc au début de cette éviction. J'ai terminé avec, je vous invite pour voir, je ne sais pas si j'ai encore le temps pour je la diffuse. C'est la vidéo. Ok, c'est la vidéo qui a été publiée sur le site de l'ATS, qui résume toutes les recommandations qui ont été publiées en 2021. Donc là, c'est le background, qu'est-ce qu'il y a eu, donc les nouvelles recommandations en association avec le Japanese Respiratory Society et la latino-américaine. Donc ils ont essayé de reprendre les dernières publications et tout pour trouver de nouvelles recommandations, ce qui a été fait. Donc ils ont fait la dichotomie d'une atteinte fibrosante et non fibrosante, là, donc on va y venir. Donc, bien sûr, c'est un panel d'experts de plusieurs spécialités multidisciplinaires. Ils ont permis, donc, cette dichotomie, une nouvelle dichotomie, pneumopathie d'hypersensibilité fibrosante et non fibrosante. Donc, là, la méthodologie dans la publication des recommandations, ça a été vu hier avec le Dr Zander. Donc, la première recommandation, donc ici, il faut à chaque fois diagnostic différentiel. Il faut essayer de voir si le patient a une exposition, le questionnaire. Donc ici, ça, s'il y a quelque chose où on est dans, peut être rapporté avec une pneumopathie d'hypersensibilité, ce qui est connu, on doit chercher, on doit pousser les investigations. Là, c'est pour les dosages. Il faut pour les fibrosantes et non fibrosantes faire des dosages si on a une suspicion d'exposition. La recommandation 3, c'est pour le lavage. Donc, non fibrosante, il faut chercher la lymphocytose au niveau du lavage. Là, pour la fibrosante, il y a toujours aussi le lavage qui peut montrer une lymphocytose et orienter le diagnostic. La recommandation 4, c'est la biopsie, donc la biopsie transbranchique, ici, donc. Là, pour l'atteinte fibrosante, il n'y a pas vraiment de recommandation pour la biopsie transbranchique, pas la cryobiopsie. Ici, on vient à la cryobiopsie et recommande de la faire pour l'atteinte fibrosante et non fibrosante. Là aussi, c'est la biopsie pulmonaire qui doit être la dernière méthode d'investigation pour aboutir. Voilà. After alternative diagnosis option have been exhausted. C'est en dernier recours la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et donc, c'était ça ce qu'on a eu en 2021 comme publication par l'American Thoracic Society. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christine, pour ce résultat clinique qui illustre très bien la présentation clinique typique de la pneumopathie d'hypersensibilité, mais surtout radiologique.